même les gens ils me disaient mais t'es contente? Je dis mais de quoi tu parles contente? Tu vois, c'est tellement réducteur pour moi de dire contente. Je suis dans la grâce absolue. Tu vois, parce que jamais j'aurais cru faire quelque chose qui susciterait tu vois, assez d'intérêt pour que des gens s'y intéressent. Donc j'aurais fait, de toute façon, je fais moi. C'est ça ma vie, de toute façon. Il faut que je fasse pour exister, sinon je meurs. Bonjour la France d'en face, on se retrouve non pas pour l'à peu près 20h ni l'à peu près 1h, là c'est pour une interview avec une réalisatrice d'un film que je viens de voir et que j'ai apprécié, et je vous le conseille vraiment, le film s'appelle Freda, la réalisatrice c'est Jessica Généus, retenez bien ce nom, vous allez certainement l'entendre, encore pendant longtemps, ça commence tout de suite. Les 10 minutes genoux, il faut qu'on monde travaille. Toute la sainte journée pour faire me quitter de moi pour. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation? Li pa ka manger, insécurité, bal ap tire sou li nan tête li tout le temps. On va vivre ça dans ma vie. Les gars, ça vient mon bal marron pendant que je couche la caille, moi, je dormi. Ou même pour prier pour Dieu, ou même pour jeune nègre qui a l'argent pour les voir. C'est moyen ensemble, reine. Il va prendre heureuse. Mais qui est-ce qui zoome des besoins de rendre heureuse? Mais quand je n'ai tout comme ça, Comme Comme taxe. Pas de professeur? Quem grève, oui? Pas arrêter encore, Freda. Mais pour qui ça voulait arrêter à... Si on t'a suivi, ça peut faire là. Raconter histoire Fred disait, c'est raconter histoire princesse Ghetto, c'est raconter histoire Tissel qui grandit dans le système, côté c'est amour sans sommeil, elle a marché van rêve. Là, on se voit le lendemain d'une avant-première qui a été très réussie, il y avait beaucoup de monde. Comment tu as vécu, toi, cette soirée? Au-delà même de ça, comment tu vis cette période où tu sors donc ton premier film de fiction et que tu fais toutes ces interviews ou ces rencontres avec le public et les personnalités? Comment tu vis ce moment, en fait? Écoute, c'est un partage entre extrême excitation et extrême fatigue parce que, voilà, comme je vis pas à Paris et que je bouge beaucoup entre Haïti, venir ici, faire la promotion, donc c'est toujours très speed. Et donc, ils mettent tout sur la période de ma présence. Donc, on enchaîne, mais d'extrême excitation et d'être dans la grâce aussi de ça et de dire merci parce que c'est pas une période facile non plus pour le cinéma. Les films font la queue leu pour aller en salle. Donc, être capable de faire que ce film sorte en salle et que des gens s'y intéressent. Toutes les opportunités où les gens veulent en parler, c'est extraordinaire. Donc, hier soir, pour moi, c'était quand même... je sais pas, c'était tellement de choses parce qu'il y avait tellement de gens. Déjà, il y avait énormément il y avait beaucoup de gens, mais il y avait aussi des gens que, même de loin, tu vois, même en étant en Haïti, en grandissant, que je regardais de loin et pour lesquels j'avais beaucoup d'admiration. Et de les voir hier soir, tu vois, limite, je disais à mon distributeur, j'ai l'impression que Cannes, c'était pour le film, et puis c'était extraordinaire, mais cette soirée, c'était pour moi. Et je pense que, je vais m'en souvenir longtemps. Ouais. Ah, je peux comprendre, hein, parce que le film est très bon, je l'ai dit en introduction, j'ai vraiment apprécié ce film, donc le film c'est Freda. Et c'est un film où, au final, on va beaucoup dire ça en promo, mais ça parle des femmes, de la place des femmes en Haïti, et c'est une histoire de femmes. Et justement, qu'est-ce que tu as voulu raconter des femmes haïtiennes, et peut-être des femmes plus globalement, à travers ce film? Pour être honnête, c'est vrai que c'est une histoire de femmes, mais
Pour moi, c'est un choix, c'est-à-dire, dans le sens, on peut faire un film et les hommes sont plus en avant-plan parce que l'histoire qu'on raconte, tu vois, les concerne beaucoup plus. On peut avoir, tu vois, ce cas de figure où l'histoire qui est racontée concerne beaucoup plus les femmes. Et dans mon cas, c'était même pas un parti pris d'éliminer les hommes, c'est tout simplement que l'histoire que je racontais concernait les femmes. Tu vois, donc forcément, les mettait en avant. Et c'est pour ça que quand on me dit où ils sont où les hommes, je dis mais c'est une question qu'on ne se pose pas quand il y a que les hommes dans un film, tu vois, parce qu'on se dit c'est une histoire qui se raconte et c'est un homme qui en est le protagoniste. C'est lui qui est au centre de cette histoire parce que la personne qui raconte cette histoire, le raconte autour de lui, tu vois. Et je sais que forcément, comme il n'y a pas énormément de films qui se font où les femmes sont mises en avant, ça paraît toujours comme une action de militantisme, de féminisme, mais c'est tout simplement comme ça que j'ai grandi, en fait. J'ai grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mes tantes, cousines. J'ai grandi avec une communauté de femmes autour de moi. Donc, mon premier film, comme je souhaitais que ça raconte quand même quelque chose qui est très, très proche de moi, parce que quand même, pour un premier film, il faut que ça soit viscéral, pour qu'on puisse le porter. Sinon, ça devient... Sinon, c'est dur, parce que toutes les difficultés, toutes les complexités qu'on va rencontrer, si c'est pas un film qui... Voilà quoi, si notre vie ne dépend pas du fait de raconter cette histoire, on peut vite lâcher en cours de route. Donc je souhaitais vraiment que ce premier film raconte quelque chose de viscéral. Et donc, forcément, ça met les femmes de ma vie en scène. Et donc c'est ça. D'accord. Non, mais en plus moi je trouve pas que les hommes soient absents du film en fait. Ou à la rigueur, même s'ils sont absents, c'est toujours une présence. C'est-à-dire que la plupart des hommes qui sont dans ce film on comprend que c'est une histoire autour de personnages féminins, mais les hommes ont quand même leur place. Donc je ne suis pas non plus dans le truc du où sont les hommes dans ce film. C'est normal que tu racontes une histoire qui concerne des personnages féminins et que du coup on s'intéresse plus à ce qu'elles vivent que ce que vivent les personnages masculins. Tu viens de le dire que il faut mieux que ce premier film soit viscéral pour pouvoir le porter jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait écho à ton histoire dans ce film? Est-ce que tout fait écho ou est-ce que... Absolument tout. Ah, ok, d'accord. Absolument tout. Absolument tout. Absolument tout. Et c'est pour ça que j'adore toutes ces femmes au même niveau parce que, tu vois, mon intérêt, ou en tout cas, je ne suis pas dans le jugement. Ça ne m'intéresse pas de savoir... d'être d'accord ou pas avec les choix de quelqu'un. Voilà, ça a été tes choix à un moment donné de ta vie parce que c'est les outils que tu avais pour faire ces choix-là. Et mon intérêt, ma curiosité, c'est de poser un regard sur ces choix et d'être dans la complexité des raisons qui t'ont poussé à le faire au lieu de chercher à comparer à ce que moi, j'aurais souhaité faire. Je pense que ce qui m'a fait marrer, par exemple, c'est quand on a fait une projection en Haïti après le tremblement de terre parce qu'on souhaitait quand même on a fait ça et on a donné 50% des recettes aux organisations locales qui étaient affectées dans le Sud. Et après cette projection, j'ai réalisé qu'énormément de gens connectaient beaucoup plus avec Esther. Alors là, tout le monde va trouver ça plutôt... parce que c'est un personnage... les choix d'Esther ne correspondent pas forcément aux valeurs morales qu'on se donne dans cette société. Voilà, c'est pas une femme qui voilà quoi, elle utilise des stratégies, tu vois, peu recommandées pour se sortir du ghetto, de la misère dans la précarité, on va dire. J'aime pas le mot misère, mais dans la précarité dans laquelle se trouve sa famille. Donc voilà, ça veut dire que toutes ces femmes, pour moi, le regard, c'est sur les choix qu'elles font. Que ce soit Freda par rapport à elle, ce que, tu vois, elle ne veut pas compromettre sur ça, donc elle fait forcément des choix qui restent dans une ligne bien précise, qui va être différente, tu vois, ça va être des choix qui sont différents des choix d'Esther, qui voit les choses complètement différemment. Et la mère aussi, elle, en tant que mère, elle fait des choix pour ses enfants qu'elle croit être les meilleurs, mais, tu vois, qui ont énormément de fragilité aussi. Et c'est ça, c'est de rester dans ces nuances de gris, de ne pas
chercher, en tout cas, à être dans des extrêmes de soit on est bien, soit on est Oui, mal, ou un truc comme ça. Et justement, on parle de nuances de gris, donc nuances de couleur. Et j'ai trouvé que juste dans ce film, tu abordes, par exemple, tu parles d'Esther, tu abordes le colorisme d'une belle manière. C'est-à-dire que tu l'abordes, alors que c'est pas toujours un thème qui est souvent abordé dans les films, mais on comprend aussi que c'est pas forcément conflictuel. Donc juste pour que les gens comprennent, Freda a une sœur qui s'appelle Esther, elle a aussi un frère, Moïse, et une mère. Elles sont élevées, donc ces enfants sont élevés par leur mère. Il se trouve que Freda a la peau plus foncée que Esther, et du coup, on sent bien parfois qu'elle est avantagée. Par rapport à ça, pourquoi tu as voulu justement parler du colorisme et en parler de cette manière-là? En fait, plus subtilement, je dis souvent que je ne parle pas des choses, c'est juste des choses qui existent. Tu vois, c'est-à-dire que si tu poses un regard sur une famille, tu poses ce regard sur toutes les complexités de cette famille. Et cette complexité, ce rapport de couleur, ben, elle existe, tout simplement. Et donc, c'est pas l'idée de, tiens, on va parler du colorisme et on va montrer à quel point qu'en Haïti, tu vois, les femmes se blanchissent. C'est la réalité de cette famille, c'est la complexité de cette famille. Il y a cette fille qui, déjà, elles sont de pères différents, tu vois, donc... Et donc, elles ont la même mère, elles vivent ensemble, mais il y a cette fille qui a fait ce choix-là, qui a bien compris que dans cette société, plus la peau est claire, plus on est traité différemment. Ça ne veut pas dire qu'elle est... Oui, elle est avantagée, mais en même temps, ce qui arrive aussi, c'est que tu es sexualisé énormément quand tu as la peau plus claire. Ça veut dire que, je me rappelle en grandissant, justement, il y avait toujours cette idée de « Ah oui, on vous aime plus, tu vois, on aime plus les gens qui ont le teint clair. » Pourtant, moi, je ne voyais pas ça comme de l'amour, parce que ma mère, elle disait, tu vois, « Toi, Jessica, tu n'as pas besoin de finir, tu vois, tu peux finir tes études classiques, mais tu n'as pas besoin de te prendre la tête pour l'université, parce que forcément, tu vas trouver un mec qui va s'occuper de toi. » Et ma sœur, elle disait, par contre, toi, il va falloir vraiment, parce qu'elle est plus foncée que moi, il va falloir vraiment que tu te focalises, que tu ailles au bout de tes études. Et je me disais, en quoi c'est de l'amour qu'on me dise que voilà, qu'un mec va faire de moi une, comme on dit en anglais, trophy wife, qui va m'utiliser, me mettre dans une prison, tu vois, une prison dorée, s'occuper de moi, que moi, je n'avais pas à avoir une personnalité, un avenir. Tu vois, donc, avantager, les gens, souvent chez nous, ils voient l'avantage dans le sens, parce qu'on est dans cette précarité, le fait de savoir qu'il y a potentiellement des hommes qui vont s'intéresser à toi et s'occuper de toi, c'est un avantage. Ouais. Alors qu'en fait, c'est une dégradation. Enfin, ça te met à un niveau, comme femme, comme être humain, de dépendance totale. Et puis, moi, il n'y a rien dans ça que je trouve qui... Mais... Quand tu dis ça à quelqu'un, il te dit, oui, mais l'essentiel, c'est de sortir de la misère. Donc, forcément, ça paraît comme un avantage. Et donc voilà, tu as ces deux femmes-là qui sont soit j'utilise ces atouts, puisque ça vous intéresse, puisque vous aimez les femmes, tu vois, de teinte claire, donc je vais tout mettre de mon côté pour permettre que vous vous intéressiez à moi. Mais pour moi, ça ne facilite en rien les choix d'Esther. Et bien justement, en fait, tu parlais à l'instant de ne pas dire je parle de ça pour parler de ça, tu évoques simplement voilà, les choses, et du coup, forcément, il y a des choses qui remontent et qui sont mises en avant. Et je trouve, on voit aussi ça par rapport à la religion. Par rapport à la religion, l'importance du christianisme, ou en tout cas dans ces pays où parfois la misère est très importante. En Haïti, c'est le cas aussi, parce que moi, si je parle de l'Afrique, et notamment d'un pays comme le Cameroun, que je connais un peu, voilà, la religion prend énormément de place, avec des fois des pasteurs un peu particuliers, dans tous les sens du terme, soit c'est des escrocs, soit finalement ils ont des pensées plus perverses, on va dire. Donc en Haïti, la religion aussi est un socle important pour beaucoup, mais en même temps, j'ai le sentiment que dans le film, rien que Freda, le titre du film, et le personnage, qui est le nom d'une prêtresse vaudou, tu remets en question ça, mais tu essayes de dire, bon, la religion, c'est sympa, mais c'est pas forcément ce qui va nous sauver.
En tout cas, c'est comme Alors ça que je là, l'entends, moi. même pas forcément. Ah. C'est loin d'être ce qui va nous sauver. Je sais pas ce que la religion va faire dans l'après-vie, tu vois, quand on sera mort, mais que de notre vivant, là, en tout cas, c'est absolument pas parce que tu peux pas suppléer, tu peux pas avoir la religion qui remplace l'État, ça n'a aucun sens. Tu vois, une religion, c'est une foi, c'est tout ce que tu veux, sauf l'État. Et en Haïti, en ce moment, puisque l'État est faible, quasiment inexistant, je ne sais pas pourquoi je dis faible, parce que c'est un État, tu vois, il n'y a pas d'État, donc la religion remplace. La religion devient hôpital, tu vois, là où on va demander à Dieu de donner un visa. C'est toujours cette histoire de comment dirais-je, là, d'échange. C'est pas un truc de spiritualité, tu vois, ça n'a rien à voir avec la prière, l'apaisement, etc. C'est un truc d'échange. Je vais à l'église, je donne du temps à Dieu pour que Dieu, en retour, me donne quelque chose. Alors là, je ne vois pas comment ça peut marcher, parce que voilà, quoi, tu ne peux pas aller et te dire que, bon, voilà, je vais lui demander un visa, etc. Et en échange, je vais aller à l'église, tu vois, j'irai à l'église tous les dimanches, je vais prier, tu vois, je vais chanter pour toi. Enfin, ça reste quand même dans un truc. Je ne sais pas comment les gens ils arrivent à y croire, mais j'imagine aussi que, voilà, comme il n'y a aucune réponse qui vient de nulle part, donc forcément, ils prennent ça comme le seul recours. Et ça fait du sens dans un contexte comme Haïti. Mais, et en plus, dans tous ces contextes, ce sont les pasteurs qui deviennent riches. Ça veut dire que c'est jamais les fidèles. C'est-à-dire que toute cette bénédiction, cette grâce, mais ça tombe seulement sur le pasteur. Tu vois, le pasteur, il s'enrichit, il prend un pouvoir incommensurable. Et puis, justement, quand tu dis perversion, c'est terrible parce que le nombre de fois qu'on s'est retrouvé avec des cas où les pasteurs, ils ont séquestré des femmes violées pendant longtemps, qui tombent enceintes, forcent l'avortement. Et puis après, ils trouvent encore l'énergie de dire que c'est parce qu'ils faisaient de l'exorcisme, etc. Et que la mère décide de croire dans... Ça n'a aucun sens. C'est des crimes, pour moi, c'est des crimes organisés. C'est pas possible. Tu vois, c'est de donner autant de pouvoir à quelqu'un jusqu'au point qu'il soit capable de faire du mal à ton propre enfant à ce niveau-là et qu'il arrive à jouer assez, tu vois, avoir cette emprise sur ton esprit pour que tu l'en remercies. Ouais, non, mais c'est fou, hein. J'avoue que c'est complètement fou, cette chose où, comme tu dis, hein, on va tout justifier sous couvert de religion et en général, ce genre de personnages ont très bien compris comment faire pour que la plupart des gens les croient. Et par rapport à ça, justement, et le vaudou dans tout ça, parce que parfois, quand on présente Haïti, le vaudou, c'est un peu caricaturé. Dans le film, tu le montres de manière assez simple. J'ai trouvé à un moment donné la fête où la mère, elle dit je veux pas de diable à la maison, là, mais voilà, c'est quoi le rapport des Haïtiens à cette religion? Je ne sais pas si tu considères que c'est une religion ou si c'est juste une pratique. Pour moi, c'est une forme de spiritualité parce que c'est pas dogmatique. Tu vois, il n'y a pas de livre de vaudou. Tu vois, c'est une transmission très orale, de famille en famille, de lacou en lacou. Les lacous, c'est les espaces où vivent les gens qui pratiquent le vaudou et ils vivent en communauté et ils perpétuent les traditions spécifiques à leur lacou. Donc, chaque lacou à sa façon de vivre le vaudou. Et donc, il y a une anecdote qui dit qu'on est 70% catholique, 30% protestant, ce qui a changé entre-temps, parce que je suis sûre que c'est 70% protestant, 30% catholique et 100% vaudou, parce que le vaudou est partout. On en a peur, on l'utilise. Enfin, c'est toutes sortes de rapports avec cette forme de spiritualité. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que c'est là, c'est toujours là. Et ça fait partie de notre quotidien. Et il n'y a personne qui serait surpris de voir, de voir justement cette célébration du 1er novembre, la fête Guédé, ce qu'ils appellent Halloween. C'est probablement la plus grande célébration vaudou en Haïti. Tous les ans, le 1er novembre. C'est immense. Ce qui se fait, c'est probablement la seule célébration qui se fait dans tous les lacous du pays au même moment. Après, dans l'année, ils vont avoir différentes dates de célébration, tu vois, ils vont avoir leur façon de faire. Mais cette célébration, c'est une célébration que tous les lacous
ils font ensemble et au même moment. Et donc, partout, il y a des manifestations de cette célébration, que ce soit la danse, que ce soit dans les cimetières, parce que l'idée Halloween, fête des morts, etc. Donc, on est beaucoup dans les cimetières. Il y a énormément... Les Haïtiens ont un rapport avec... Enfin, les Vodou, ils ont un rapport avec les morts. Je dirais les Haïtiens, parce que même, tu vois, même les catholiques, ils font des messes pour les morts. Ok. Les vaudouisants aussi, tu vois, ils savent... Enfin, ils ont un rapport avec leur mort qui est vraiment vivant. Donc, Les morts ne sont jamais morts. Oui. Dans le film, je reviens sur un des thèmes qui, pour moi, un des thèmes importants du film, c'est justement toutes ces femmes qui se battent chacune à leur manière pour s'en sortir, chacune avec des choix différents. D'autres, enfin, Freda, par exemple, elle, son truc, c'est de rester sur place. Est-ce que ce sentiment pour les Haïtiens de se dire je veux pas partir parce que je veux faire en sorte de sauver ou d'aider mon pays à se relever, c'est quelque chose qui est très fort là-bas? Est-ce que c'est quelque chose qui est qui imprègne la plupart des Haïtiens sur place, cette volonté de on va réussir à sortir de pays? On est très attachés parce que les gens, tu sais, il y a énormément d'immigration. Les Haïtiens, ils partent beaucoup, mais on est quand même 12 millions. Ça veut dire que tu vas avoir, t'as 10 000 au Texas. C'est 10 000. 10 000. Tu vois, il y a quand même 12 millions qui encore dans le pays. Ouais. Ça veut dire que si tous les Haïtiens partaient, ça voudrait dire 6, 7, 8 millions. Je ne sais rien. Donc, on est quand même sur une grande, tu vois, immigration des Haïtiens vers d'autres pays. Mais il y a quand même énormément d'Haïtiens qui sont encore sur place. Je me rappelle même en plein confinement politique, parce que nous, on a eu, avant même le Covid, on était confinés chez nous, on ne pouvait pas sortir à cause d'énormes conflits politiques qu'il y avait dans le pays. Et j'avais des amis qui m'appelaient, ils me disaient, tu vois, ils sont en train de faire un container pour envoyer des trucs en Haïti parce qu'ils rentrent, ils retournent chez eux. Okay, ouais. Tu vois? Et donc, tu es dans l'absurdité, tu te dis, mais tu viens faire... Tu as envie de lui dire, tu viens faire quoi? Alors que toi, tu es en Haïti, tu vois. Mais lui, pour certaines personnes, les hommes reviennent beaucoup plus que les femmes. Et c'est ce que j'ai découvert parce que les femmes sont les dernières à partir, mais quand elles partent, c'est fini. C'est fini. Elles veulent rien savoir. Parce qu'elles arrivent toujours au bout. Au bout d'avoir tout donné, de s'être sacrifié, d'avoir tout donné. C'est comme tu es drainé. Et quand elles arrivent au bout de ça, qu'elles te disent « je pars », c'est fini. C'est fini. Et souvent, je ne dis pas qu'il y avait des femmes qui ont revenues, mais le taux est vraiment, vraiment très, très bas par rapport aux hommes. Et donc souvent, tu vois, les hommes, pour eux, la retraite, ça va se passer en Haïti. Tu vois? Ou alors, ils travaillent jusqu'à 50 ans aux États-Unis et c'est fini, ils ont fait les sous, tu vois, ils ont bâti la maison parce qu'entre-temps, ils envoient énormément de sous en Haïti. C'est la diaspora haïtienne qui garde le pays vivant. Hein. Ils représentent un énorme pourcentage du PIB du pays. Donc, ça veut dire qu'ils maintiennent vraiment l'économie du pays dans une forme de santé, si on peut le dire comme ça. Et ils construisent aussi leur maison. C'est clair dans leur tête qu'ils vont revenir. Donc, Freda, pour moi, est vraiment le prototype de ces femmes qui se disent « je dois vraiment aller au bout de tout ce que j'ai à donner de moi-même pour participer dans ce combat, pour exister dans ce combat. » Tu vois, parce qu'on est quand même 70% de jeunes. Tous ces jeunes qui se battent, à un moment donné, elle sait qu'elle doit aller au bout de ce choix-là. Et de vraiment être sûre que voilà, si un jour je pars, ça veut dire que j'ai tout fait et qu'il n'y a plus rien à donner et que voilà, quoi. Donc, elle n'en est pas là. Mais j'ai quand même le sentiment qu'elle se sacrifie énormément. J'ai l'impression qu'elle s'interdit... Enfin... Ouais, si, je veux le dire. Je pense qu'elle s'interdit le bonheur, elle s'interdit d'être heureuse. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas... Pourtant, elle a un homme qui l'aime, qui lui propose... Elle s'interdit le bonheur. Elle s'interdit ça. Il n'y a pas meilleure façon de le dire. Et il y a le poids de l'aîné aussi, qui est très, très fort en Haïti, mais je suis sûre que dans beaucoup d'autres cultures aussi, tu vois, le poids de c'est à toi, c'est ta responsabilité, surtout si ta mère n'est
perd la capacité de vraiment tenir la famille, forcément, ça retombe encore plus sur toi. Elle s'interdit au bonheur aussi par rapport à ses propres traumatismes. Il y a des traumatismes qui te font croire que tu n'as pas le dos. Tu ne pourras jamais être heureuse parce que si tu te libères, si tu n'es pas libérée, en tout cas si tu n'as pas fait la paix, je ne sais pas libérer parce que j'ai l'impression que les traumatismes, c'est comme une perte. Quand tu perds un être cher, tu l'oublies jamais. Tu vis avec et à un moment donné, voilà, ça devient une partie de toi et que t'es moins dans la douleur. Et les traumatismes, pour moi, c'est pareil, à un niveau encore plus violent parce que ça s'installe en toi et ça te donne une perception de toi-même qui est peut-être complètement... Voilà, quoi, qui ne t'autorise pas à te voir comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, qui mérite qui mérite le bonheur. Et je pense qu'elle n'a pas encore fait la paix avec beaucoup de choses en elle, beaucoup de traumas d'ailleurs qui sont d'une certaine façon exprimés dans le film, pour lui permettre de s'autoriser à vivre ce bonheur avec Yeshua, son copain. Et ce sens du sacrifice, moi j'ai le sentiment dans le film en tout cas que, enfin d'habitude dans les films quand un personnage se sacrifie, au bout d'un moment on a l'impression voilà il va récolter le fruit de son sacrifice. Après là c'est là où, voilà. Mais là c'est vrai qu'on est dans un truc très authentique dans la manière dont c'est filmé, même l'histoire comme elle est racontée, on est dans une authenticité des personnages et justement elle n'est pas récompensée de son sacrifice parce que même enfin je raconte pas la fin mais je trouve qu'elle n'est pas récompensée de ce sacrifice. Non, on n'est jamais récompensé de nos sacrifices. Je sais pas, c'est une illusion pour moi, tu vois. En tout cas, la récompense, c'est rarement ce qu'on souhaite. C'est-à-dire, l'apaisement, c'est une récompense. Et peut-être que, tu vois, la façon qu'on structure ça dans notre tête, souvent on se dit que récompense, ça doit être quelque chose qui nous... Souvent, que ce soit financière, tu vois, de se dire que, voilà, soudainement, elle est riche, donc elle est récompensée pour son sacrifice. Mais moi, je suis dans un regard... Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'on arrive à acquérir intérieurement. Et je pense que Freda, même dans son rapport avec sa mère, on ne le réalise pas, mais il y a une forme de récompense. Qu'elle se libère du joug de sa mère, qu'elle commence à réaliser, à voir sa mère en tant qu'être humain fragile et non comme, tu vois, à se défaire de son emprise, de l'emprise de sa mère sur elle. Pour moi, c'est une récompense. Parce que cette liberté va te permettre d'aller vers, tu vois, d'être plus ouvert sur toi-même et puis de t'autoriser à des réflexions. Plus on est libre à l'intérieur, plus on va s'autoriser à accéder, à aller vers des choses qui vont nous apporter les autres choses humaines qu'on souhaite, que ce soit l'argent, que ce soit le bonheur, que ce soit avoir une relation stable, etc., etc. Tout ça, ça part de nous. Hein. Ouais. Moi, je suis très claire sur cette perception. Je dis souvent, c'est non ou. J'ai même fait une chanson sur ça. C'est-à-dire, ça vient de toi. Ça ne va pas venir des autres. Et tout ce qui t'empêche d'établir un rapport sain avec l'autre vient de toi. C'est quelque chose qui n'est pas résolu en toi. Et bien sûr, ça n'empêche pas les gens d'être cons avec toi, mais ce que toi, tu cultives en toi aussi va forcément avoir une influence sur comment tu vas réagir à la stupidité humaine, tu vois, et à la méchanceté humaine, mais aussi à la bonté humaine, tu vois, et à tout ce qu'il y a de beau que quelqu'un peut t'offrir. Donc, oui. Non, mais c'est très bien que tu dises ça, parce que ça montre aussi que ton film, il peut parler à tout le monde. Parce que là, j'ai posé beaucoup de questions autour, enfin, on a parlé beaucoup d'Haïti, c'est normal, ça se passe là-bas. Mais je pense que l'histoire que tu racontes, c'est une histoire d'être humain, et du coup, ça peut parler vraiment à tout le monde. Tout le monde doit entendre et comprendre qu'en fait, ça vient de nous, en fait. Si on veut autre chose, si on veut un changement, si on veut une amélioration dans ce qu'on vit, ça part d'abord de nous. Oui. Et je trouve que dans le film, on le voit tout. Ouais. Et c'est quelque chose, tu vois, on a souvent peur de ça, parce et c'est pour ça que la religion, tout ça, ça prend beaucoup de place, parce que c'est quelque chose qui nous décharge de nos responsabilités, qui nous dit, t'as pas à t'en occuper. Là, comme on dit chez nous, la geisha est là-bas, bon Dieu, tu vois, donne ça à Dieu, il va s'en occuper. Toi, t'as juste à t'asseoir quelque part, paisible. Et se déresponsabiliser, c'est vrai que ça fait du bien sur le coup,
mais garantit que ça va avoir aucune incidence réelle sur le parcours de notre vie, parce que tu dois être acteur de ce changement. Et plus tu le comprends, souvent ça fait peur de le voir comme ça, parce qu'on se dit, si ça vient de moi, alors que j'ai pas la sensation d'avoir les outils de m'en sortir, si c'est à moi de le faire, alors là, je suis dans la merde, tu te dis, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et ça crée de la peur, tu vois, et ça veut pas dire que c'est une décision ou une façon de voir qui allège mais à mon avis, ça te donne, en tout cas, il y a plus de chances sur ce côté-là, je trouve, hein, de prendre un peu le contrôle de ce parcours et de se dire où est-ce que vraiment I have leverage, tu vois, où est-ce que j'ai le pouvoir de faire différemment, où est-ce que je peux vraiment être acteur et où est-ce que je dois lâcher prise aussi, parce que on n'aura pas, tu vois, on ne pourra pas tout contrôler et c'est pas ça le but non plus, j'ai la sensation, mais c'est de comprendre c'est où notre force, c'est où, tu vois, c'est d'être dans une analyse active de la vie et de ne pas être dans une passivité où c'est l'autre qui nous dit comment on doit réagir par rapport à tout ça alors qu'il n'en sait rien de notre parcours humain. Comment tu peux arriver dans une église, tu n'as jamais rencontré ce pasteur, il ne te connaît pas, tu vois, et de croire qu'il sera en mesure de tout te dire sur comment vivre. Il peut être dans une généralité, il peut dire des choses qui généralement te touchent, mais de façon personnelle et par rapport aux actions que tu dois poser, il y a quand même un gros travail qui vient de ton côté. Oui. Et dans le film, toujours, en fait, dans ce sens-là, se prendre en main, essayer de changer son destin, entre guillemets, tu as filmé, ou en tout cas, il y a des images de manifestations réelles qui ont eu lieu en Haïti. Pourquoi aussi tu as tenu, même si j'ai compris que tu filmais le réel, à mettre ça quand même dans le film? Justement, c'est peut-être dans ce sens-là de montrer que la jeunesse haïtienne et les Haïtiens, voilà, à un moment donné, décident aussi de se prendre en main et d'affirmer ou de manifester pour obtenir des choses meilleures. Des comptes, en l'occurrence. Mais ce qui arrive, c'est que si tu places le film, tu vois, en 2018, forcément, il y a des manifs. Et que ça surgisse comme ça dans le film, pour moi, c'est comme ça surgissait dans nos vies. Parce que on n'avait pas, c'est sûr que, bon, moi, je fais partie du groupe des gens qui pas organisaient, mais qui étaient vraiment en avant-plan dans ce combat, parce que c'était une grosse, voilà quoi... L'affaire Petrocaribe. Oui, d'anticorruption, tu vois, c'était un combat vraiment... C'est comme si soudainement la jeunesse avait réalisé qu'en fait, c'était quoi la corruption d'État et qu'est-ce que ça voulait dire et que ces hommes ont volé cet argent et que c'est à nous de le rembourser sur 25 ans au Venezuela. Et donc, c'était très facile de faire passer ce message parce que, voilà, c'est clair qu'il n'y a aucun développement social qui a été fait dans ce pays. Pourtant, on te dit qu'il y a 4 milliards qui a été donné pour, et tu te dis, il est passé où cet argent qu'on me demande de rembourser, alors que j'en ai pas du tout profité, même pas à 1%. Donc, ça a fait boule de neige, et puis il y a eu les manifs et tout, donc on était tout le temps en avant-plan dans ces manifestations, et c'était ça, tu vois, ça veut dire que ça aurait été difficile de placer ce film dans cette période sans tenir compte de tout ça, parce que c'était quasiment toutes les semaines, tous les mois, il y avait toujours quelque chose, tu vois. Ouais. Et des fois, ça pouvait être violent. Parce que quand tu fais des manifs, souvent les gens ils disent « Oui, mais il ne faut pas être violent ». Je dis « On ne peut pas contrôler la colère de l'autre. Hein. Chacun, selon notre parcours, on est en mesure d'exprimer notre colère d'une façon. Et certains vont se contenter de manifester, de crier dans les rues. Pour d'autres, ça ne va pas être assez parce que c'est trop. Ils sont tellement pris à la gorge qu'à un moment donné, s'ils étouffent. Et la survie fait qu'à un moment donné, tu as l'impression qu'on veut te tuer et tu es en réaction, mais tout aussi violente que cette pression qui est faite sur toi. Donc les gens se retrouvaient dans les rues et ils brisaient les vitres, ils brûlaient les maisons. Je ne dis pas que j'étais contente, ce n'est pas une question de contente. D'ailleurs, ils s'en foutent de ce que moi je ressente ou de ce que n'importe qui ressente. Ils sont dépassés par ce qu'ils vivent et ils l'expriment. Mais tu le dis très bien, là, il y a plusieurs types de manifestants. Notamment, il y a un personnage qui dit non, mais moi, au bout d'un moment, moi, je m'en vais. J'ai pas envie de mourir. Exact, j'ai pas envie de mourir aussi. Et j'ai eu des moments comme ça, moi aussi, tu vois, où on manifestait. Parce qu'il y a un homme qui a reçu une projectile juste à côté de moi. Et à ce moment-là, j'ai plus jamais, tu vois, je voulais plus jamais revenir dans les manifs.
Mais après, il y a l'adrénaline, il y a tous les gens autour de soi, parce qu'on était quand même souvent 15 ensemble dans les manifestations, en plus des milliers de gens qui manifestaient eux-mêmes, mais on était un petit groupe, on se mettait ensemble pour tu vois, former un bouclier. Et il y a des moments où tu te dis, mon Dieu, est-ce que je veux vraiment que ça se passe comme ça, là? Est-ce que ma vie, je veux que ça se termine comme ça? Parce que c'est un danger imminent. Tu vois, c'est pas un truc où tu te dis, ah, peut-être, c'est pas une manifestation de tout repos. Donc, il y avait des snipers qui étaient là, qui tiraient sur les gens pour créer le chaos et empêcher que les gens sortent à nouveau. Et les gaz lacrymaux, les étudiants qui se faisaient battre. Et ce film aussi, leur est dédié entièrement, parce que il y a des moments où je prenais des risques, mais il y a des moments où je sentais que je n'étais pas capable. Et eux, ils le prenaient tous les jours. Ouais. Tu vois, donc j'ai peut-être été dans, je ne sais pas moi, une dizaine de manifestations, mais eux, ils étaient tous les jours dans les rues. Tous les jours. Que gaz lacrymo, que la police qui tire les balles de caoutchouc, que la police qui tire à bout portant et qui les tue. Parce que la police, ils ont tué des jeunes. Il y a des vidéos qui circulent, ils ont tué des jeunes en toute impunité. Et il n'y a pas eu de répercussions, personne ne s'est fait renvoyer, personne ne s'est fait mettre en prison. Donc, ça veut dire que... Et ils retournaient le lendemain. Donc, ça veut dire que c'était important, moi, je pense, pour moi, que ce soit documenté, ce combat. Et justement, l'impunité, Haïti, la situation même actuelle, comment ça se passe depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, toi qui es encore sur place, est-ce que justement, tout à l'heure tu disais il n'y a pas d'État, mais il n'y a toujours pas d'État, ou là les choses reprennent... Absolument pas. D'accord. Il n'y a pas d'amélioration de ce côté-là, malheureusement. Donc, ça fait presque 3 mois maintenant qu'il y a une guerre de gangs qui sépare quasiment l'ouest du sud du pays. Même quand il y a eu le tremblement de terre, il y avait même très peu de possibilités pour les gens de la capitale qui voulaient aller vers le sud pour apporter de l'aide, etc. L'État a dû demander une trêve aux gangs qui se battaient pour permettre à des camions de passer. L'État. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas mieux pour te faire comprendre à quel point cet État n'existe pas. Ouais. Quel État demande, s'il vous plaît, monsieur gang, est-ce que vous pouvez me laisser passer pour aller aider des sinistrés? Donc c'est 3 mois de ça continue encore. Et je me rappelle même quand le film était à Cannes, donc j'avais justement celui qui joue Moïse. Ouais. Il habite vers le sud du pays, à Carrefour, qui est un peu plus loin, à 1 heure du centre-ville de Port-au-Prince. Et je ne savais pas comment le faire traverser pour qu'il vienne me trouver. Il n'y avait pas de circulation. Il l'a fait une fois et il s'est fait tirer dessus à bout portant. Heureusement qu'il n'a pas reçu de projectile. Et il a pu rentrer chez lui et je lui ai dit, bon, on oublie ça, tu passes pas par là. Et on a dû trouver un bateau. Les policiers étaient sur ce bateau parce que les policiers, eux, ont peur de passer par le chemin normal. Donc, tu vois, il y avait comme, je sais pas moi, une vingtaine de policiers sur le bateau. Il était dedans. Donc, on a pu trouver un cousin qui a fait ci, qui a fait ça, qui l'a ramené chez moi. Il est resté chez moi 1 semaine jusqu'à ce qu'il trouve son visa, jusqu'à ce qu'il parte pour la France. Et quand il est revenu aussi, il est resté chez moi pour se rendre en République dominicaine, où était son père, où habite son père, parce qu'il ne pouvait pas retourner chez lui. Donc, ça veut dire que c'est ça. C'est pas un truc où tu te dis, il y a une insécurité. C'est dans ton quotidien et tu dois tout le temps t'ajuster pour ça. Ça a été ça possible durant le tournage. J'ai dû garder tous les comédiens avec moi sur place. J'ai dû louer des appartements dans un espace sécurisé. Il n'y a plus personne qui quittait. Donc, les gens quittaient quand ils avaient fini de tourner et il fallait que je trouve une voiture blindée pour les amener chez eux. Parce que souvent, ils habitaient dans les quartiers, comme le quartier de Freda dans le film, quoi. Donc, il n'y a personne qui vivait une réalité différente de ça. Et donc bien sûr, ça veut dire que c'est tout, il faut tout mettre en place. Tu ne peux pas juste penser à faire un film. Ouais. Il faut que tu penses à toute la structure que tu vas mettre en place pour permettre que, que ces gens ne soient pas obligés d'une situation d'extrême fragilité, tout simplement parce qu'ils doivent travailler et venir sur un plateau de tournage. Donc,
Donc c'est ça, on a dû créer tout ça, créer un univers où ils se sentaient en sécurité et pour qu'on puisse, on puisse travailler un peu. Parce que, du coup, quand je t'entends, effectivement, faire un film en tant que réalisatrice en Haïti, en tout cas à l'heure actuelle, c'est pas si évident. T'as pas tourné dans les conditions les plus idoines, les plus idéales, en fait. T'as dû composer avec la réalité du pays qui traverse une période qui dure d'ailleurs assez dramatique. Donc c'est un vrai combat. Hein. J'ai pas dormi 2 mois, hein, c'est très simple. Ah oui, d'accord. J'ai pas dormi pendant 2 mois. Et je sais même pas comment j'ai tenu, pour moi, parce que je suis quelqu'un qui adore le sommeil. Je dors 8 heures pour être... Je suis pas le genre de personne qui travaille le soir et qui... Ouais. Tu vois, on te dit les artistes sont inspirés le soir. Alors là, dans ces cas-là, je suis pas artiste parce que je ne fonctionne pas le soir, je fonctionne la journée. Mais là, pour le coup, sur ces 2 mois, 1 mois de tournage et 1 mois de pré-production, je dormais plus. Parce que tout le temps, tu te disais qu'est-ce qui va se passer demain et qui va mettre fin à ce parcours. Et il fallait que tu recalcules tout le temps, il fallait que tu changes de stratégie, il fallait tout le temps que je réécrive même très souvent des séquences, parce que justement, ça c'était dispo, ça allait plus, on peut plus aller là parce qu'il y a, je sais pas moi, une manifestation ou des gens, ou des tiernories, etc. Donc, fallait tout le temps recomposer, tout le temps. Non, mais c'est fou de se dire que après tout ça, tout ce que tu as vécu pendant ce tournage-là, au final, après, il y a une sorte de récompense, on va dire, ce Festival de Cannes. C'est quand même, comment tu as vécu ça, comment tu vis ça? Est-ce que pour toi, c'était une consécration ou est-ce que c'était une suite logique? Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais... Oui, parce qu'une suite logique, on sait... toi et moi savons que ça n'a rien à voir, quoi. Ouais. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, on était les seuls noirs là-bas. Donc, ça dit énormément sur ce qu'est... Je pense que c'est en étant à Cannes que j'ai compris ce que c'était Cannes. D'accord. Parce que, oui, de loin, tu sais que c'est le plus grand festival du monde. Moi, ça fait 15 ans que tu vois, on m'a donné en cadeau les 60 ans, le livre des 60 ans de Cannes. D'accord. C'est ça qui m'a mis Cannes dans la tête. J'avais peut-être 22 ans et je me disais, mais tu vois, c'est quoi ce truc extraordinaire, etc. Et j'imagine et je me dis, il faut que j'y aille, mais il faut que j'y aille avec un film. Bien sûr, ça paraît absurde. Tous les gens à qui je le disais, ils disent, mais tu t'en rends compte, enfin, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas que tu... Si tu te fais ça, tu vas te faire du mal, parce que si tu y arrives pas... Je dis, j'en ai rien à faire, moi, d'y arriver, de pas arriver. C'est ça que je veux, je vais y penser. Et puis, si on tombe ailleurs, tu vois, ils te disent souvent de rêver de l'espace, et si tu tombes, ben, tu tomberas sur les nuages. Ouais, donc, je me dis, pourquoi on ne pourrait pas s'autoriser ça? On s'en fout. Ouais, c'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est que ça ne se fasse pas. Et tu voulais faire Cannes en tant que réalisatrice ou même en tant qu'actrice? En tant que réalisatrice. En tant que, tu vois, hein, en plus, tu avais mis encore la barre. Elle ose, la meuf. Et là, je dis, mais pour moi, c'est tellement improbable. Tout mon parcours humain est improbable. Déjà, je viens d'une famille, tu vois, j'ai grandi dans une grande précarité. Chaque année scolaire, c'était un cadeau des dieux parce que ma mère n'était jamais capable de payer mes études. J'ai grandi dans l'univers de Freda. Okay. C'était ça, mon parcours. C'est-à-dire que j'ai dû quitter 3 fois l'université parce que je n'étais pas capable de le payer. Parce qu'il fallait que je paye les études de petits frères, petites sœurs. Donc, il fallait toujours que je fasse des choix, etc. Je n'étais même pas supposée de même oser penser faire un film. Alors là, si on est en train de faire un film, pourquoi pas oser penser être à Cannes? Pourquoi pas? Ouais. Parce que je n'étais même pas... Tout est improbable. C'est pas seulement Cannes. Juste le fait d'être cinéaste en Haïti, dans un pays sans salle de cinéma, c'est improbable. On est dans l'absurde total. Donc je dis, tant qu'à être dans l'absurde, on va continuer à souhaiter l'absurde, tu vois. Et bien sûr, quand si t'as pas un producteur comme le mien, honnêtement, parce qu'il est aussi fou que moi. Ouais. Tu vois, c'est celui qui est capable de me dire, on a 10 000 euros, mais on fait le film. Okay. Tu vois, c'est pas le genre qui va me dire, tiens, on va attendre, on va frapper à toutes les portes, on va se faire rejeter pendant 3 ans avant de finalement, tu vois, décider de... Lui, s'il n'avait pas décidé de prendre le risque avec moi, ça aurait été quand même catastrophique et quasiment impossible. Mais quand je dis impossible, il me dit, tu dis n'importe quoi, parce que je te connais, tu aurais trouvé une façon de faire ce film. Peut-être. Mais peut-être que ça n'aurait pas eu la qualité que ça a, peut-être que ça n'aurait pas pu, tu vois, aller... parce qu'il fallait quand même une grande qualité. Okay. Même au niveau technique, pour que ça Cannes, parce que c'est 2000 films, ils prennent 70, donc ils n'en ont rien à faire. S'il y a moindrement un détail qui leur font sentir que ce film n'a pas le niveau, ils n'y pensent même pas.
Donc ça veut dire que... Et c'est ça, et c'est quand tu arrives là-bas, tu réalises que, OK, il n'y a Ouais. personne qui voulait que tu sois là, mais tu vois, on y est. Et En plus, tu as fait venir toute l'équipe du film, tous les acteurs. une grande partie. Une grande oui. partie. Une grande partie. Il fallait. Ouais. Pour certains, c'est leur première Pour fois. tout le monde. Ah, pour c'était- tout le monde. Non, mais Cannes, Sauf- c'est sûr, mais... Sauf Géraldine, la cousine, là. D'accord. Ouais, parce Mais qu'elle, elle à me dit part- quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu dans un film, non Non. Mais elle fait beaucoup de sketchs, elle Ok, fait beaucoup de ça doit être stand-up. ça, Tu l'as sûrement vu passer. Si tu regardes quoi que ce soit sur Haïti, probablement à un moment donné, tu vas la voir passer. Ok, parce qu'elle est d'accord. très, très connue en Haïti. Mais pour Jeannette, Ouais, vraiment. qui a passé 9 ans en prison quand même, hein, D'accord. et qui est en détention préventive. C'était un truc Jeannette, je dis complètement- juste, c'est celle qui joue la celle maman. qui joue la mère, tu vois. Et donc, justement, c'était pas du tout tracé que Jeannette se retrouve à Cannes. Cannes. En train de présenter un film. Néhémie qui joue Freda, pareil. Tu vois, elle D'accord. a eu... voilà, quoi. Ça veut dire qu'ils se sont retrouvés là et ils ont eu probablement... Ça me faisait peur. Hein. J'étais contente Ouais. qu'ils soient là, mais en même temps, je me dis, oh, ça va faire mal quand ils vont On va revenir revenir, ouais. et qu'ils vont se dire que, voilà, quoi, c'est... Cannes, c'est Cannes et que Ouais, on quand va Cannes, c'est retourner. fini, ben, on retourne à notre réalité. Mais je pense qu'ils l'ont très bien vécu parce qu'on reste quand même connectés, on se Ok. parle et puis on essaye de, tu vois, de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas du tout à aucun moment abandonnés. Ils font partie du parcours de ce film jusqu'au bout. Ouais. Ah, mais en tout cas, c'est beau, hein, parce que quand tu me dis que, voilà, Freda, c'était complètement ton univers pendant enfin, la majorité de ta vie, en fait. Mhm. Et d'aujourd'hui, voilà, tout ce parcours, arriver aujourd'hui à Cannes, recevoir des prix, que hier, justement, je le redis, et tout ce parterre de... Ouais, non, mais là, du coup, je comprends encore mieux ça. J'imagine la petite fille Pourquoi voilà, Voilà. de Port-au-Prince, Port-au-Prince, Voilà. hein, Oui, t'as grandi à Port-au-Prince, c'est ça. qui se retrouve à Paris, dans une salle remplie de De gens que tu as regardé toute ta toute ta vie, vie. sur une télé en noir et blanc où tu te disais, tu vois que jamais, enfin c'est ça, et même les gens ils me disaient, mais t'es contente, je dis, mais de quoi tu parles, contente? Tu vois, c'est tellement Ouais, c'est réducteur pour moi de dire contente. Je suis dans la grâce absolue, tu vois, parce que jamais j'aurais cru faire quelque chose qui susciterait tu vois, assez d'intérêt pour que des gens s'y intéressent. Donc, j'aurais fait, de toute façon, je fais, moi. C'est Ouais. ça ma vie, de toute façon. Il faut que je fasse pour exister. Sinon, je meurs. Tu vois, il faut que je creuse, il faut que je fais toujours. Peu Et c'est importe, ça qui t'a, excuse-moi de te couper, mais c'est ça qui t'a motivé justement à faire du cinéma, parce que comme tu dis, dans un pays, il n'y a pas de salle de cinéma, c'est cette volonté de créer, de faire pour pouvoir, à un moment donné, exister, c'est ça? Oui, parce que de toute façon, tu vois, j'ai été introduite au cinéma à 17 ans. Tu vois, à l'époque, il y avait cette fenêtre d'âge d'or du cinéma haïtien où il y avait plein de réalisateurs qui faisaient plein de films qu'on consommait beaucoup plus en Haïti, tu vois, qui n'étaient pas vraiment exportés. Mais à l'époque, il y avait des salles de cinéma et les gens sortaient et ils allaient voir les films, etc. Et j'ai très vite compris qu'il y avait énormément de choses qui pouvaient être dites dans un film. Et donc, malheureusement, cette fenêtre s'est refermée. Les salles de cinéma, tu vois, tous fermées et tout. Mais le désir de continuer à raconter est resté avec moi. Et ça, c'est un cadeau parce que je n'ai pas grandi avec l'idée que je vais faire des films. C'est pas Ouais. vrai. Je n'avais pas 8 ans sur le toit de ma maison en me disant que un jour, je vais être réalisatrice. C'est pas du tout ça. Mais quand on m'a permis de faire des films comme comédienne, j'ai tout de suite compris que, voilà, quoi. Le cinéma, ça offre quand même un espace d'exister et une liberté aussi, si on s'autorise cette liberté de créer des choses et de créer un dialogue autour de sujets qui nous importent. Et je me suis dit, tiens, on va faire ça, tu vois. Honnêtement, je le dis, je le redis, c'est un très beau film. Tu peux être fier du film que tu as fait, parce que je trouve que voilà, il dépeint une société haïtienne loin des clichés ou de l'imagerie qu'on peut en avoir. Bien sûr, c'est dur, bien sûr, il y a de la misère, mais il y a aussi de la joie. On rit, on danse, on s'amuse. Et je trouve que voilà, tu dépeins ça à travers différents thèmes, différents moments de vie. On voit des étudiants, l'église, la famille, les rapports entre frères et sœurs que j'ai trouvé d'ailleurs très bien. Enfin bref, il y a énormément de choses. Le rapport entre la mère et ses enfants. Voilà, les tantes, les cousines, enfin bref, tout ça est très bien raconté, je trouve très bien mis en image. En tout cas, on rentre vite dans l'histoire et on comprend vite les différents personnages, les différents enjeux.
Je trouve que voilà, il y a une belle écriture, c'est bien filmé aussi. Enfin bref, j'espère honnêtement que le film va rencontrer son public. Et en tout cas, moi, je suis conquis par ce film-là. Ça me permet, car dans ma vraie vie, Haïti a une place. Et donc, du coup, là, ça me permet de le découvrir différemment grâce à toi. Donc, je t'en remercie. Merci. J'ai quasiment tout dit. Mais dernière question. Oui. Tu disais tout à l'heure, des fois, ça peut paraître absurde de dire à moi, j'irai à Cannes, j'irai à Cannes présenter mon film un jour. Est-ce que tu as d'autres rêves absurdes comme ça, là, prochainement? C'est quoi? Ouais, d'être en compète officielle, parce que là, on était à un certain regard. Je trouve que c'est un cheminement qui ferait du sens. Mais au-delà de festival, c'est vraiment l'obsession, c'est de créer un carrefour dans la Caraïbe et de créer des choses. Tu vois, je regardais, on est envahi par les telenovelas du Mexique, de l'Inde, tu vois, de partout, quoi, que c'est absurde. Et je dis, pourquoi on ne pourrait pas nous créer nos telenovelas et les regarder entre nous? C'est-à-dire de créer vraiment un carrefour dans la Caraïbe où on produit des choses qui nous concernent et qui nous intéressent peut-être uniquement, et peut-être qui va faire écho en Afrique et tout, mais j'aimerais à un moment donné dans ma production ne pas seulement regarder vers l'Europe et vers l'extérieur, parce que ça m'intéresse, je trouve que c'est bon parce que ça donne une notoriété et ça nous permet de trouver des sous, ça c'est extrêmement important, mais je suis aussi dans l'excitation de raconter des histoires à des gens que j'ai l'impression qui sont intéressés par ce qu'il y a à dire dans ça, qui se reconnaissent, qui rigolent et qui voilà quoi, tu vois, qu'on consomme quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. C'est-à-dire que tout existe. Autant le telenovela indien que le telenovela d'Haïti, de Cuba, de Jamaïque, je sais pas moi, qui vient, tu vois, d'une façon sur nos télés, sur nos écrans, tu vois, ou sur des plateformes, qu'on existe différemment sur les plateformes, tu vois. Et ça, c'est une obsession aussi. Et ça, bien sûr, je pourrais pas le faire toute seule, évidemment. Et j'espère pouvoir, tu vois, rencontrer des gens aussi. J'espère que le fait que ce film fasse un chemin, que ça donne, que ça me permette d'avoir une certaine crédibilité qui fait que des gens vont pouvoir discuter de la possibilité de créer ça. Et ça m'intéresse énormément. Et qu'il y ait une grosse production dans la Caraïbe avec... c'est la Caraïbe qui m'intéresse. Je suis... Tu vois, bon, j'ai compris qu'il fallait que je me tourne vers la France parce que, honnêtement, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même le pays qui donne le plus d'argent à l'extérieur pour les productions cinématographiques. Et donc, bien sûr, c'est du néocolonialisme, mais honnêtement, sans ça, je n'aurais pas pu faire mon premier documentaire. Donc, la combinaison parfaite, c'est de prendre ce néocolonialisme, c'est de trouver un producteur qui est libre et qui te permet d'utiliser, tu vois, cet argent pour faire un vrai film qui correspond à ce que tu souhaites raconter. Parce qu'après, si cet argent tombe chez des producteurs qui perpétuent ce néocolonialisme, ben, tu vas faire des films tout polis, qui ne ressemblent pas à ce que, tu vois, ce que tu vis comme peuple. Donc c'est ça, oui. C'est ça le rêve absurde que j'ai. Ah, mais bien, c'est un très beau rêve. En tout cas, Jessica Généus, je le dis pour les gens qui me regardent, retenez bien ce nom, allez voir Freda. Il est dans les salles à partir du 13 octobre, donc peut-être que tu verras cette vidéo un peu avant ou un peu après, mais en tout cas, prends ton billet pour aller soutenir ce film. On parle souvent du fait qu'on nous voit peu dans les médias, qu'on a peu d'acteurs, ou qu'on a peu de réalisateurs, ou qu'on a peu de films. La réalité vraie, c'est nous qui donnons la force à ces films-là. Si on ne va pas les voir, ils n'existent pas, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est à nous de donner de la force. Donc n'hésitez pas. Vraiment, je vous le conseille. Si t'aimes pas, je te rembourse. Je te rembourse tes 10 € si t'aimes pas ce film. Tu verras, tu vas aimer. Donc allez voir le film de Jessica Généus, ça s'appelle Freda. Merci beaucoup Jessica. C'était un plaisir de cette petite discussion avec toi autour de ce film, autour de toi, ta vie et même ta vision du monde. Et voilà, je te souhaite le meilleur. Sur ce, peace. One of these